Vous voulez jouer à Daggerheart, le nouveau jeu de Darrington Press, mais vous n'y comprenez rien? Ne vous inquiétez pas, je suis là. Et aujourd'hui, essayons de comprendre le système de combat. En réalité, c'est assez simple, mais pour la plupart des joueurs habitués de Donjons et Dragons, ce système de combat va paraître très déconcertant. Oubliez l'initiative, voilà le spotlight. Oubliez le resource management compliqué, vous avez une action. Oubliez la distinction phase de combat, phase de RP, ici tout se mélange. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, petit rappel distance. Si, comme moi, vous adorez utiliser une bonne vieille map de combat. Car dans Daggerheart, on ne compte pas en cases, on ne compte pas en mètres, on compte pas du tout. En fait, il y a d'abord la mêlée pour tout ce qui est au contact direct de vos personnages, la distance très courte pour tout ce qui est entre 1,5 et 3 mètres de votre personnage. Sur une map de combat classique, cela peut être représenté par le bord court d'une carte de jeu. La portée courte, c'est ce qui est entre 3 et 9 mètres, pouvant être représenté par la taille d'un crayon standard. La portée loin, c'est pour tout ce qui est entre 9 et 30 mètres du personnage, que vous pouvez représenter par la longueur d'une feuille de papier standard. Et enfin, la portée très loin, c'est entre 30 et 90 mètres. Après 90 mètres, c'est simplement tout ce qui est hors de portée. Sur le principe, j'aime beaucoup ce système de combat qui simplifie énormément la gestion des distances. Mais les comparaisons qu'ils utilisent sont si stupides. Quand je suis en plein combat, j'ai la flemme de sortir l'intégralité de ma trousse pour voir si mon attaque touche. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart des MJ vont utiliser ce genre de règles pour vérifier si quelque chose est à portée. Maintenant que vous savez ça en tête, on peut passer aux choses sérieuses avec les actions que vous pouvez réaliser en combat quand vous avez le spotlight. Et globalement, c'est plus ou moins ce que vous voulez. Je dirais une action par tour, mais même ça, c'est gardé assez flou exprès, parce que le jeu met l'emphase sur faire ce que la narration indique. Mais bon, évidemment, il y a des limites. La plupart du temps, on va considérer qu'une action, ça va être faire une attaque, utiliser une capacité de classe ou d'héritage, lancer un sort, aider un allié, etc. Vous voyez, c'est assez libre. En tant que MJ, j'aurais tendance à définir qu'une action en combat inclut tout ce qui demande un jet, et bien sûr, il y a des exceptions, sinon c'est pas drôle. Par exemple, il est écrit que se déplacer au-delà de la portée courte demande un jet, donc c'est une action. Mais donc il est possible de se déplacer en dessous de sa portée courte sans que ça prenne son action. Pareil, boire une potion ne demande pas de faire un jet, donc c'est pas une action. Sauf exception, encore une fois, c'est compliqué d'expliquer un système si flexible. Le fait est que attaquer quelque chose, ça, c'est une action. Donc, comment on attaque? Déjà, il faut une cible contre qui on va faire un jet d'attaque utilisant les dés de dualité si on est à portée. La portée et le trait qu'on va utiliser pour faire le jet d'attaque sont définis par notre arme ou sort. Et une attaque sans arme, c'est soit finesse, soit force. Si le résultat du jet égale ou dépasse le score de difficulté de la cible, alors ça touche, et vous ou le MJ pouvez décrire comment l'action se déroule. Dans ce cas-là, on peut faire notre jet de dégâts défini par notre arme ou sort, et notre compétence qui indique le nombre de dés si ce n'est pas précisé ailleurs. Et ça va enlever plus ou moins de PV à la cible selon le résultat et les seuils de dégâts de celle-ci. Ces dégâts peuvent être soit physiques, soit magiques, et c'est important que votre MJ sache, car certains adversaires peuvent avoir des résistances ou des vulnérabilités. Ce qui me fait penser, il y a plusieurs statuts que vous ou un adversaire peut avoir. Être caché, qui permet de faire subir un désavantage à ceux qui veulent agir contre vous. Être restreint, qui empêche de bouger mais pas de faire d'autres actions. Et être vulnérable, qui permet à ceux qui veulent agir contre vous d'avoir un avantage. D'ailleurs, quand c'est vous qui vous faites attaquer, comment ça se passe? Eh bien, c'est assez similaire. Lorsque le MJ décide de faire attaquer un adversaire, il jette son dé 20 et doit égaler ou surpasser votre score d'esquive. S'il y arrive, il jette ses dés de dégâts et vous perdez des points de vie en conséquence selon vos seuils de dégâts. Évidemment, vous pouvez utiliser un point d'armure pour réduire les dégâts subis d'un seuil. Avec toutes ces explications, j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Ah oui, le spotlight. Qu'est-ce que c'est? Le spotlight, c'est simplement ce qui dicte qui agit. Si tu as le spotlight, c'est à toi de jouer. Et pour l'obtenir, c'est plus ou moins quand le flow de la narration le dicte. Celui qui agit, c'est celui dont la fiction dicte que ça fait le plus de sens que ce soit à son tour de jouer. Par exemple, si vous avez été pris en embuscade, mais que juste avant que les gobelins vous sautent dessus, votre rôdeur ait fait un bon jet d'instinct lui permettant de les voir arriver.
Ce sera très certainement le déroudeur qui jouera en premier. De façon générale, ce sont les personnages joueurs qui vont avoir le spotlight en priorité, et le maître du jeu ne reprend la main que à certaines conditions. Ces conditions étant, lorsqu'un joueur rate un jet ou fait un jet avec peur, d'ailleurs juste si un joueur fait quelque chose qui aurait des conséquences, lorsque le maître du jeu dépense un ou plusieurs points de peur pour donner le spotlight à un ou plusieurs adversaires, lorsque les joueurs regardent le MJ pour savoir ce qui se passe ensuite, ou simplement lorsque les joueurs offrent une occasion en or au maître du jeu. Et ainsi de suite, les joueurs font leur action et le MJ prend la main lorsqu'il le faut. Mais bon, ce que les derniers points veulent dire concrètement, c'est que tout ce qui vient avant, on s'en fout. Les combats dans Daggerheart se jouent comme des scènes de roleplay classiques. Chaque joueur agit lorsqu'il est le plus naturel pour lui qu'il agisse. Et si en tant que MJ, vous avez peur de ne pas réussir à maîtriser ce genre de situation ou que vous avez des joueurs dont vous savez qu'ils auront du mal à prendre l'initiative, alors Daggerheart propose un système de jetons. Chaque joueur a X jetons, généralement 3, et à chaque fois qu'il fait une action, il dépense un jeton. Et on redonne du stock uniquement quand tout le monde a dépensé ses jetons. Sinon, le principal conseil au MJ que je peux donner, c'est de ne pas être avare dans la dépense de jetons de peur. La plupart des adversaires vont avoir des capacités qui vont permettre de dépenser ces jetons, et il ne faut pas hésiter à dépenser tous les jetons de peur que l'on peut, car c'est vraiment la ressource qui va donner le rythme du combat. Vous avez toujours la possibilité aussi d'économiser en vue d'un combat futur que vous voulez vraiment corser. Au final, rappelez-vous de ce que je disais au début. Oubliez la distinction phase de combat, phase de RP. Ici, tout se mélange. Je pense que c'est ça le plus important à retenir. Et c'est pour ça que les combats de Daggerheart sont, je pense, particulièrement difficiles à prendre en main, surtout pour des gens qui ont l'habitude des systèmes plus classiques, comme D&D. Mais une fois qu'on prend le coup de main, on gagne en fluidité et la narration en profite énormément. En attendant la suite, n'oubliez pas de commenter si vous avez remarqué des erreurs ou des oublis, la description sera mise à jour en conséquent, et aussi de liker, de vous abonner et de partager si vous aimez le contenu Daggerheart ou les jeux de rôle en général.